proposer donc la correction de l'exercice 16 sur la plume et le marteau. Donc lors de la mission Apollo 15 en 71, donc les astronautes durent 64 heures. Donc ça c'était tout le décor du sujet. On explique surtout qu'on va vérifier donc la loi de chute des corps de Galilée. L'idée donc c'est de lâcher au même instant une plume et un marteau dont on sait que simultanément ils vont mettre 1,2 secondes à toucher le sol. On a un axe OZ dirigé vers le bas, avec O origine confondu avec le centre de masse du marteau à l'instant du lâcher. Donc notre sujet, ça propose donc d'avoir un axe dirigé vers le bas, point O, origine, donc on va dans ce sens-là. Ici donc on aura donc notre marteau, on aura aussi la plume au même instant, et l'idée c'est de toucher le sol un peu plus tard. Une fois qu'on a placé la situation, il ne faut pas hésiter à mettre tout de suite ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire que si les objets vont chuter, on sait qu'ils vont aller dans ce sens-là, parce qu'ils sont soumis donc à la gravité. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir le vecteur de gravitation qui va dans ce sens-là. On peut déjà observer que notre vecteur de gravitation va dans le même sens que l'axe OZ, donc on pourrait très bien écrire que le vecteur G, donc s'il y avait un vecteur unitaire K qui est associé à mon axe OZ, comme on pourrait avoir en mathématiques, eh bien on aurait comme expression G fois vecteur K. Donc ici, on a une valeur positive qui apparaît puisque donc, la gravité va dans le même sens que l'axe. Et après, eh bien, comme on n'a pas d'autres informations, on commence les questions. Donc, préciser le référentiel d'étude. Alors, il faut que ce référentiel, il soit déjà donc, galiléen. Alors, ça veut dire qu'on va pouvoir appliquer dans un référentiel galiléen les lois de Newton. Et celui-ci, donc, à l'image donc, de nous, on prendrait un référentiel terrestre, dit de laboratoire, eh bien on est sur un référentiel lunaire, donc de laboratoire. Appliquer la deuxième loi de Newton à chaque objet et montrer qu'ils ont le même vecteur accélération. Alors, déjà, quelles sont au bilan des forces, les forces qui s'appliquent sur chaque objet? On est donc sur la Lune, et sur la Lune, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucune atmosphère. Pas d'atmosphère, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de poussée d'Archimède. Donc les seules forces qui vont s'appliquer aux deux objets, ce sont leurs poids. Alors on peut l'écrire déjà tout de suite, c'est que le poids, ce sera M fois G, en vecteur bien sûr. On demande donc d'appliquer la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton, somme des forces égale ma. Donc masse de l'objet fois l'accélération, je cite la formule, et je l'applique à mes deux systèmes. Mais pour les deux systèmes, j'ai trouvé à chaque fois qu'il y avait le poids. Donc on va avoir P égale M fois A, on met donc mg égale M vecteur A, masse de part et d'autre de l'égalité comme dans une balance, donc on va pouvoir le supprimer. Donc on en vient à aboutir que vecteur G égale vecteur A. Donc l'accélération est donc bien égale, en termes de vecteur, au vecteur accélération. Vecteur gravité. Et donc c'est bien lui qui va créer donc l'accélération. Déduire l'expression de la composante verticale Vz. Le seul moyen de trouver Vz en partant donc de l'accélération, c'est de se souvenir donc de la formule que l'accélération c'est d de v sur dt. Principe des dérivés. On peut transformer. On aura donc dv égale vecteur a dt. Pour nous, donc, il est question de parler avec Vz. Donc, c'est-à-dire qu'on se place uniquement donc, sur une seule dimension. Donc, quand on parle du vecteur ou bien quand on parle de la coordonnée, ici, il n'y aura pas de changement. Seule chose, il ne faut pas oublier qu'on parle de AZ et dt. L'accélération n'est bien que sur AZ, puisque j'ai trouvé le vecteur de gravité. Donc, il faut que j'intègre ceci. Par système d'intégration, alors c'est là la notion qui est un peu plus compliquée à comprendre. Donc, l'intégration, c'est lorsqu'on va donc aboutir à non pas la dérivée, mais au phénomène inverse. C'est-à-dire qu'on doit remonter, on va dire, l'intervalle de temps. Donc ici, on aura Vz. C'est un petit peu, alors c'est très vulgaire de dire ça, mais comme si dans la première étape, on doit faire tomber les dérivés. On doit faire tomber les d. D'accord? C'est ça le principe d'intégration dans cette étape si on veut vulgariser la chose. Donc ça sera donc le Az fois t, plus une constante d'intégration C1. On aurait pu le faire avant, mais on va le faire ici, c'est qu'on va remplacer la valeur Az trouvée par ce qu'on avait avant.
Et comme l'accélération va dans le même sens que le vecteur g, donc on aura toujours le même signe, on peut donc dire que Vz, c'est g fois t. La constante, eh bien on va essayer de la trouver tout de suite. Constante d'intégration, on se place toujours à l'état initial, donc c'est-à-dire qu'à t0, où était-on? Eh bien à t0, on a simplement lâché l'objet, donc il n'y avait pas de vitesse. Donc si je n'avais pas de vitesse, c'est-à-dire que Vz égale 0. Donc le 0 égale g fois 0, on s'est mis à 0, donc il me reste C1. C1 égale 0. Donc à la fin, on obtient effectivement que la constante C1 est égale à 0, donc notre vitesse à cette formule-là définitive. Et puis on demande maintenant de revenir à la position z de t. Encore une fois, on prend le principe de dire que la dérivée de z par rapport à dt, c'est ce qui a permis d'arriver à Vz. Parce que la vitesse est la dérivée de la position. Et donc, dz serait donc égal à Vz dt. On fait tomber donc par système d'intégration. Si on intègre, on a donc g, ici on va l'écrire en entier, gt dt. On doit faire tomber les d. Encore une fois, c'est très vulgaire, c'est juste une méthode pour essayer de le comprendre quand on n'a pas les outils mathématiques sous la main. Donc on aura z, g, j'ai un t fois t qui va me rester, donc il va me rester un t carré. Il faut simplement essayer de se souvenir que devant, on va rajouter un demi. On aurait rajouté plus une constante d'intégration 2. Encore une fois, on voit les étapes initiales. Eh bien, t0, on est à position 0. Donc 0 égale 1 demi de g fois l'instant 0. On aura donc à la fin z égale 1 demi de g t carré. Exprimé alors, pour la question 4, GL, l'intensité de pesanteur en fonction de TC et de la hauteur H. On prend tout de la hauteur H, on sait que ça nous prend un certain temps, donc ça veut dire qu'on va utiliser notre dernière équation trouvée ici sur Z. Donc à la question 4, on sait que si je chute d'une hauteur H, qui correspondra à Z, 1 demi de GL par rapport donc à la gravité lunaire, fois le temps qui a été mis pour chuter TC, sans oublier que ce temps est élevé au carré, on a notre formule finie. Maintenant, il faut juste transformer mathématiquement pour avoir GL égale quelque chose. Donc GL, c'est l'inconnu. H serait quelque chose qui serait connu, ça c'est connu, et ceci est connu aussi. Donc, dans l'idée, c'est que vert égale rouge. On fait passer le 2 au numérateur. Ça fait 2H égale GL TC carré. TC carré me dérange, puisque c'est une multiplication, je fais donc une division. Et donc si on fait 2H divisé par TC carré, j'obtiens la valeur de la gravité GL. Utilisez donc le document suivant, donc c'est-à-dire que la taille de David Scott fait 1,84 m, pour en déduire la valeur de GL. Si on fait donc la valeur pour la question 5, je vais la glisser ici donc, à la suite, eh bien on en vient donc à une valeur GL qui vaut 2,55. Alors comme c'est une gravité, il ne faut pas oublier que ce sont des mètres secondes moins 2, ou aussi ce qu'on appelle des newtons kilo moins 1. Au choix dans les unités, les deux sont valables pour la valeur de la gravité. La valeur normalement de la gravité est en réalité de 1,62 et commenter l'éventuel écart. Eh bien en fait cet écart, on peut en discuter simplement comme ça de manière verbale. Il vient donc du fait que soit il y a un problème de synchronisation entre le lâcher des objets et le déclenchement du chronomètre pour faire la mesure des 1,2 secondes. Il peut venir aussi du simple fait que la hauteur h ne soit pas la bonne, puisqu'il fait 1,84 m, mais il n'est pas sûr qu'il ait lâché les objets exactement à la même hauteur, et que les deux objets ne soient pas forcément lâchés au même moment. Alors exercice 18 sur la représentation des équations horaires, qui semble intéressant pour justement comprendre leur traduction. Donc lors de la séance de travaux pratiques, on a fait des courbes, on a fait x de t, y de t, vx de t, vy de t, pour un travail de chute. Puisqu'on fait un tir au but, donc l'objet, lorsqu'il est en l'air, est soumis à son poids, donc il est en train de chuter. On a imprimé les graphiques suivants, et il manque les titres, et surtout les informations donc ordonnées d'abscisse. Donc on va devoir les retrouver en utilisant les équations. On connaît déjà les vitesses, et il nous faut maintenant trouver donc les expressions de x de t et y de t. Alors on va les faire une par une, parce qu'on sait que
la relation qu'il y a entre Vx et x, c'est la suivante. Vx, c'est la dérivée de la position x. Donc si on transforme, on sait que dx, c'est Vx dt. Parce qu'on a le droit de transformer l'équation de dérivée de cette manière. On remplace avec l'information, donc c'est-à-dire ce V0 cos alpha dt. L'étape suivante, on doit passer donc à l'intégration. L'intégration, encore une fois, hein, si on n'a pas les outils mathématiques pour le comprendre, on va simplement faire tomber les dérivés avec les doigts pour essayer de comprendre comment ça se passe. Nous reste alors x égale V0 cos alpha, t plus une constante. Une certaine constante, c'est 1. On ne peut pas les déterminer, on ne connaît pas les conditions initiales, donc notre équation x de t s'arrête là. Y de t, même raisonnement, provient donc de l'intégration de Vy de t. On va devoir transformer, dy, ce sera donc le Vy dt. Passe à l'intégration, on essaye de faire tomber donc les valeurs de d de dérivée. On obtient donc y égale, alors là on va tout réécrire une première fois, moins gt dt plus v0 sin alpha dt. J'ai distribué le dt à chaque membre de l'addition qui m'est donné dans l'énoncé. Donc maintenant que j'ai fait cette distribution, je fais l'intégration cette fois-ci. On va donc avoir moins g t dt. Donc si grossièrement on fait tomber le d, il reste donc t carré. Il ne faut pas oublier que devant on va rajouter un demi. Plus v0 sin alpha, j'ai fait tomber le d, il me reste donc la lettre t. Plus une constante C2 d'intégration que je suis obligé de conserver. Et j'ai abouti à cette formule parce que je ne peux pas déterminer le reste. L'idée maintenant, c'est donc d'associer chaque graphique à l'équation correspondante. Eh bien, on regarde un petit peu ce qui se traduit ici. Donc j'ai une fonction donc, linéaire, je passe par 0, donc quelque chose qui n'a pas d'ordonnée à l'origine. Eh bien, en regardant d'un peu plus près, le plus adapté, c'est le x, en considérant alors dans ce cas que ma constante C1 vaut 0. Donc ici, ce point-là va avec cette équation-là. Le deuxième, dans l'ordre, ici graphique numéro 2, est une forme parabolique. Donc je cherche une équation parabolique. Eh bien celle qui ressemble à une équation parabolique est celle d'y, un terme avec du t carré et du t qui me reste. Bon ça va ici. Dans le graphique 3, j'ai quelque chose qui est constant. Et vu que j'évolue pour l'instant par rapport au temps, j'ai dit que les graphiques sont par rapport au temps. Le seul qui ne change pas dans le temps, c'est le Vx. Donc lui, c'est Vx. Le dernier, on le trouve par déduction, mais on aurait pu aussi le comprendre que c'était Vy dans la simple mesure où comme on a une pente négative, eh bien en fait c'est le seul ici qui présente avec moins g une pente négative. Alors, correction exercice 24 pour travailler un petit peu sur les forces qu'on peut appliquer sur un système. Donc on prend le cas d'un iceberg pour lequel on explique que, et on a l'illustration, que la partie immergée de l'iceberg, donc on a une partie immergée, une partie émergée, donc une partie qui est cachée, et donc on considère un iceberg de volume V total, on notera VI son volume immergé et on négligera la poussée d'Archimède sur la partie émergée. Donc schématiquement, un iceberg, on a une immense partie VI et une petite partie V. Alors VE pour volume émergé, et donc il a un volume total, puisque c'est volume émergé plus le volume immergé. Déterminer l'expression du poids P de l'iceberg en fonction des données et l'expression de la poussée d'Archimède pi exercée par l'eau de mer sur l'iceberg. Donc c'est donné en bas de page. On sait que la poussée d'Archimède est donnée par moins ρ VIG. Donc avec ρ de la mer, du fluide qui est ici, le volume immergé dans le fluide,
Maintenant, ce qui reste à déterminer sur mon iceberg aussi, c'est le poids. Donc il a un poids P, T est égal à M fois G. Mais voilà, cet iceberg. Donc il est donc dans un volume avec la masse volumique. Donc on va voir ρ V vecteur G, en sachant très bien que le vecteur de gravité, lui, se détermine comme ceci. Alors pourquoi ρ V? Puisque la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. Schématiser l'iceberg et représenter les forces qui s'exercent sur lui. Donc sur l'iceberg, on a son poids. Et on a donc une poussée d'Archimède, donc qui s'exerce par rapport au volume ici, dirigé comme ceci. En considérant que l'iceberg est à l'équilibre, donc être à l'équilibre, c'est-à-dire que il ne peut pas se déplacer. S'il ne se déplace pas, ça veut dire que la somme des forces égale 0, première loi de Newton. Donc si la somme des forces est égale à 0, eh bien P plus pi égale 0. Donc vecteur P égale moins vecteur pi. Donc les deux vecteurs se font face, se font opposition. Ce qui nous montre ici, c'est dire que c'est le ρ de la glace. Donc les vecteurs se font opposition, mais leurs normes seront donc égales. On peut donc en déduire les expressions suivantes, que ρ de la glace, V, fois G, est égal pour l'eau de mer, volume immergé, G. G de part et d'autre, ça se simplifie. Et donc le rapport de VI sur V qui nous est demandé, c'est ρ de la glace divisé par ρ de l'eau de mer. Effectuer l'application numérique et expliquer l'expression la partie immergée de l'iceberg. Donc VI sur V, on est à 0,88. Donc la partie immergée du volume total représente à peu près 88%. Donc effectivement, il y a plus de parties immergées que de parties émergées sur un iceberg.